Bonjour à toutes et à tous. Voici un essai sur la philosophie chinoise. Nous proposerons une opposition entre la doctrine confucéenne chinoise et occidentale, afin de, nous l'espérons, vous aider à mieux comprendre les vidéos à suivre sur la Chine et sa vision 2049. Une réponse à l'Occident. Le cœur de la philosophie confucéenne se trouve dans l'ordre, l'harmonie naturelle et sociale qui prime sur l'individu. Autrement dit, la prospérité de l'ensemble préférée à l'accomplissement individuel. Avec cette définition, on comprend bien que le confucianisme n'est pas une religion, qui par nature requiert un processus individuel. Au contraire, les Occidentaux, marqués par la culture monothéiste, sont eux constamment dans le questionnement personnel de qu'est-ce que la vérité, ou encore qu'est-ce que le bien ou le mal. Cette quête intemporelle s'explique peut-être par notre rapport au livre. Car oui, si la Bible, la Torah ou le Coran contiennent la vérité et le bien, alors il n'y aurait qu'à l'interpréter et appliquer ses préceptes, dans l'idée évidemment. Prenons l'exemple du tableau de Michel-Ange, la création d'Adam. Dieu offre son bras, nous propose la vérité, le bien. Il ne reste à Adam qu'à tendre le doigt, pour que lui aussi accède au transcendant. Mais les Chinois, eux, ne se posent pas la question du bien ou du mal. En tout cas, la composante morale a priori ne les intéresse pas. Pourquoi cela, me direz-vous? Eh bien, comme nous l'avons souligné, Confucius voit l'individu comme une pièce de l'ensemble. Or le mal ne dépend finalement que du point de vue, et se dilue donc par le nombre. Ainsi, leur vision plus globale les pousse à croire que l'harmonie se trouve à l'équilibre, et qu'au final, tout dans la vie n'est qu'une nuance de gris. On retrouve évidemment l'analogie du yin et du yang, le bien étant composé de mal et inversement. Mais si l'un n'existe pas sans l'autre, alors le bien, parfait, intemporel, immaculé, n'existe pas, mais plutôt, comme dirait Nietzsche, le bon, ou encore le mauvais. Ainsi, nous pouvons déjà distinguer un certain pragmatisme chinois, qui va, philosophiquement, s'intéresser aux résultats de l'ensemble dans la réalité. Avec un résultat qui se doit d'être bon, cela peu importe les moyens, pouvant, eux, être considérés comme mauvais. Contrairement à l'occidental, lui ne peut accepter à l'échelle individuelle ou politique une idée qui n'incarnerait pas le bien ou le vrai, par nature. Suivant cette logique, si l'idée est pure, le résultat est censé l'être d'autant plus. Pourtant, tout le monde sait bien qu'une bonne idée ne promet pas de bons résultats. Pour résumer, l'occidental, centré sur l'individu, considère le bien de son point de vue émotionnel ou idéologique. Là où le chinois considère la somme des individus. Il s'intéresse, lui, au bon, à l'équilibre yin-yang vertueux, soit un résultat fonctionnel pour la majorité. Pour eux, la fin justifie les moyens, mais on ne fait pas de bonnes omelettes sans casser deux. D'où le pragmatisme, pour en casser le moins possible. Retour en Occident. Le rapport au transcendant n'est pas le seul déterminant de la pensée occidentale. Il y a aussi la logique. Comme vous le savez, la logique dialectique s'articule autour de l'égalité A est égal à A, différent de B. Ainsi, même notre manière de raisonner pousse à la distinction bien-mal. Car si A est égal à A, une bonne idée, au sens de bien, est la vérité, et le restera éternellement, avec A s'opposant à B, représentant alors le mal, l'indésirable. Nous sommes ici dans une logique de formation. Pourtant, le chinois, lui, ne s'arrête pas là. Lui voit les limites de la logique. Car A est égal à A, certes, mais pour combien de temps? Effectivement, avec le temps vient les variations, les changements. On passe des logiques de formation aux transformations. Je m'explique. L'idée du bien, de la vérité, dans son application réelle ou avec le temps, s'étiole, se transforme, pouvant même devenir son opposé, le mal. Ainsi, avec une vision plus globale et temporelle, les Chinois comprennent que poursuivre le bien, ou même le considérer,
c'est se tromper sur la nature de la vie, changeante et impartiale. Bien et mal ne seraient que des moments intenses de l'histoire, alors que le Confucéen cherche l'harmonie et l'équilibre. Alors, au diable le bien et le mal, nous chercherons le bon, le fonctionnel. Lui accepte et prend en compte les transformations, soit les limites de la logique. Récapitulons. Nous avons d'un côté la quête du bien, de l'idéal, qui n'acceptant le mauvais peut devenir son opposé. De l'autre, la recherche du fonctionnel, du bon, qui accepte et s'associe au mauvais pour sa réalisation. Maintenant, poussées à l'extrême, ces doctrines proposent deux résultats, loin d'être positifs. D'abord, le bien, sa quête, mène sans doute vers l'injustice. Prenons le cas de l'humanisme des Lumières et l'idée de l'égalité entre tous les êtres humains. Difficile de dire que cette idée ne représente pas éminemment le bien ou une valeur supérieure, tellement qu'on a voulu la propager aux quatre coins du monde. Évidemment, celui qui possède une telle chose cherche à la partager, à l'étendre. Après tout le monde a le droit d'y goûter, au bien. Pourtant, trouvez-vous cela juste d'aller faire la guerre ou coloniser au nom du bien? N'est-il pas injuste de croire que votre bien fait le leur? Pensez-vous que ces sociétés traditionnelles et hiérarchisées voulaient de notre égalité, de nos belles idées, au détriment de leur culture, de leurs valeurs, de leurs biens? Évidemment, le jugement au travers d'émotions ou d'idéologies pousse à ne pas le voir comme il est, le monde. Comment être juste si nous sommes persuadés de posséder la réalité? Ainsi, le bien, le transcendant, l'injustice. Maintenant, analysons l'autre proposition. La quête du bon, du fonctionnel, poussée à l'extrême, nous mène droit vers l'inhumain. Je m'explique. Sans considération supérieure du bien ou du mal, la vie ne devient qu'un calcul froid, coût-avantage, où seul le résultat compte, le rationnel et le fonctionnel. On ôte alors la vie de sa substance. Nous ne sommes plus que des corps, des milliards de corps. Des chiffres, quoi. Et comme dirait Céline, l'âme n'est chaude que de son mystère. Alors, une rationalisation excessive, une invisibilisation de l'individu, le fonctionnel, et pas le beau, le grand, l'optimisation nous déshumanise dans son processus. Voyez ces nouvelles villes, pleines de lumière, mais dénuées de chaleur humaine. La rationalisation réduit l'erreur. L'erreur, c'est pourtant ce qui garantit notre humanité, et que nous sommes en vie. Alors, des individus indifférenciés pour un groupe, sans erreur. Voilà la proposition extrapolée. Des individus comme des chiffres, des générations sacrifiées aux surveillances de masse, sans oublier les Ouïghours. Voici pour la quête du bon, du fonctionnel, qui ne combat pas la nature de la vie, mais étouffe la nature humaine. Ainsi le bon, le fonctionnel, en définitif, l'inhumain. Voici pour l'opposition de deux philosophies. Évidemment, les choses ne sont pas binaires et bon nombre de précisions ou d'illusions seraient nécessaires. Pourtant, j'espère que vous avez apprécié cet essai de philosophie politique. N'hésitez pas à nous faire des retours. Beaucoup de choses seraient à redire. I found the street of the house in which she stayed.